Bonjour et bienvenue dans ce webinaire. Nous allons vous parler aujourd'hui des dernières évolutions au service de votre efficacité. Je suis donc accompagné de Peter. Bonjour Peter. Bonjour Sébastien. Bonjour à vous. Bonjour. Nous allons donc ici voir directement la DIA que vous connaissez déjà. C'est la DIA qui va répéter le temps qu'on va durer plus ou moins ici dans ce webinaire. Donc n'oubliez pas que vous pouvez toujours poser vos différentes questions dans le chat. La DIA suivante va parler des différents sujets qui seront abordés lors de ce webinaire. Vous les voyez ici à l'écran. Première chose que nous irons voir, c'est la partie workflow. Peter va vous expliquer ce que c'est concrètement, ce qu'on développe par rapport à tout cela. Ensuite, deuxièmement, nous vous expliquerons la partie BEP, donc Broker Entry Point. C'est ce qui permet de remplacer la partie Portima Connect, qui permettra de nous connecter auprès des compagnies. Ensuite, en troisième point, nous allons faire un tour sur PayPal dans Brio, les différentes factures électroniques. Comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'on peut faire exactement avec cela. Ensuite, en quatrième point, nous allons faire un tour sur la charte sectorielle, aussi retrouver les différentes options qui sont liées à cela. Cinquièmement, nous irons voir l'écosystème de Brio. Sixièmement, nous ferons un tour sur le Brio Academy, les différents parcours de formation qui sont à votre disposition. Et dernièrement, nous ferons un tour sur le Brio Assistant. Donc c'est le chatbot qui est mis à disposition dans Brio, qui permet de poser des questions pour pouvoir répondre à vos questions. Nous vous commenterons cela soit en format texte, soit en vidéo. Et on fera un petit tour pour voir comment ceci fonctionne. Je propose donc de passer sur le premier sujet, les workflows. Pour ce faire, je vais donner la main à Peter et je vais déjà lui poser une petite question. Est-ce que tu pourrais déjà nous expliquer ce qu'est exactement le terme workflow, à quoi ça sert au sein de Brio? Bien sûr, un workflow, en fin de compte, c'est un genre d'assistant digital qui va aider l'utilisateur Brio de faire quelque chose dans Brio, d'atteindre certains buts, sans oublier certaines tâches qu'il doit effectuer, etc. Donc ça, c'est le but d'un workflow. Et nous avons déjà développé un workflow l'année passée. Et le workflow que nous avons mis en production l'année passée, c'est celui qui permet donc de faire un renom de contrat. Donc le workflow va aider le courtier de faire toutes les étapes nécessaires pour atteindre ce but-là. Et il y a 3 étapes à discuter, que le workflow va donc accompagner le courtier. Mais au lieu d'en discuter comme ça, je propose d'aller directement dans Brio même. Ainsi, je peux vous montrer comment ça fonctionne exactement. Donc, on se trouve maintenant ici dans Brio. Et je suis déjà sur le dossier d'un client. Et je vais donc faire l'exemple d'un renom pour un contrat de M. Van Genechten Erik. Il faut savoir qu'il y a 2 endroits où vous pouvez démarrer le workflow, soit à partir du preneur même, mais ça n'a pas vraiment de sens si le contrat existe dans Brio. Mais par exemple, si vous avez un prospect qui vous demande de faire un renom pour un de ces contrats-là, donc le contrat n'existe pas dans votre Brio, mais vous avez créé le prospect là-dedans, vous pouvez aussi faire le renom donc, pour un contrat inexistant. Je vais vous montrer comment. Donc, vous êtes sur le cinétique du... En mon cas, un preneur, mais un prospect, c'est exactement la même chose. On prend ici le dernier bouton qui permet de créer cette lettre de renom. Et on a donc le premier pop-up que je dois maintenant encore remplir manuellement parce que les informations du contrat sont inconnues dans Brio, donc je dois les encoder. Je vais m'arrêter ici pour cet exemple-là. L'exemple plus logique pour vous, ça c'est que le contrat existe déjà dans Brio. Donc, je vais par exemple sur ce premier contrat ici d'AXA. Donc, le client veut arrêter ce contrat-là. Donc, on va créer la lettre de renom. Donc, ça, c'est la première phase. On va générer la bonne lettre en fonction du motif du client. Donc, vous voyez que toutes les données du contrat sont déjà pré-encodées. Mais je dois faire ici mon choix. Pour quelle raison est-ce que je veux arrêter ce contrat-là? Par exemple, ici, dans cet exemple, il veut résilier infra-annuellement. On voit aussi qu'il y a un dernier champ à l'écran. Il est en case jaune, c'est une case obligatoire. Et quelle est la raison de cela? Oui, exactement. Donc au début, quand on a lancé le workflow, ce n'était pas encore obligatoire. Donc on a, à la demande des fédérations, on a modifié cela parce qu'apparemment, donc, dans la convention, il est indiqué que la lettre qui est envoyée en l'ancienne compagnie doit aussi contenir le nom de la nouvelle compagnie qui va reprendre l'affaire. Et donc, sinon, elle peut refuser le renom. Et donc, on a eu quelques cas concrets comme ça. Donc, pour éviter cela, on va ici obliger d'encoder cette lettre. Maintenant, je peux déjà annoncer qu'on va encore faire une amélioration ici parce que pour une résiliation à l'échéance,
ce n'est pas nécessaire parce que normalement, le contrat s'arrête, il n'y aura pas de nouvel contrat, donc on ne va pas le faire. Donc, il y a encore une petite modification qui va suivre dans un prochain release. On voit aussi donc que la compagnie a été trouvée parce que tu as démarré d'un contrat. Oui. Est-ce qu'on a toutes les adresses e-mail pour pouvoir envoyer auprès des compagnies ces différents renoms? Oui, mais on va voir ça tantôt dans la dernière étape, quand on va vraiment envoyer donc, la lettre signée à la compagnie qui va automatiquement proposer donc l'adresse email de la compagnie, mais il sait faire ça uniquement pour les compagnies qui sont sur une liste chez Assuralia avec leur adresse de renom. Donc nous, on a reçu cette liste Assuralia, on a intégré toutes ces adresses email dans Brio, et donc pour ceux-là, le choix est automatiquement fait par Brio même. Pour d'autres compagnies qui ne figurent pas sur la liste, c'est à vous, chers courtiers, d'encoder dans le signalétique compagnie la bonne adresse email de renom de cette compagnie-là. Et à partir de ce moment-là, ça sera aussi envoyé. Donc c'est très facile, rapide, on ne risque pas de se tromper pour les compagnies qui sont liées, quoi. Donc je vais ici encore encoder la compagnie. Voilà, on prend la compagnie, on confirme. Deuxième phase maintenant, donc il va générer cette lettre. Et il va me demander comment est-ce que le preneur, dans mon cas ici, va signer cette lettre. Et donc, ici, j'ai toutes les possibilités de Brio offre pour faire signer un document. Donc, on peut faire ça avec carte d'identité. On peut même le faire manuellement, imprimer le document, le signer manuellement, rescanner, etc. Enfin, c'est à vous de choisir l'option la plus adéquate. Dans mon exemple, je vais choisir ici demande de signature à distance. Donc, je vais créer ensuite le PDF. Et donc, il va maintenant donc, générer le document. Et comme vous voyez, donc, la compagnie a mentionné là-dedans, enfin, toute la lettre qui est générée, c'est un template qui est d'ailleurs aussi modifiable si le courtier souhaite le modifier. Et puis, je vais l'envoyer au destinataire. Donc là, maintenant, cet écran, pour moi, c'est très important. Donc ici, je vais choisir à qui est-ce que je vais envoyer. Parce que si, par exemple, le destinataire est une entreprise, il faut déjà, dans la première étape, ici, il n'a pas demandé, mais là, il va aussi demander qui est la personne autorisée pour cette entreprise de signer. Ici, c'est un particulier, donc ça ne joue pas. Non, je vais quand même envoyer à moi-même pour éviter les problèmes. Ce que je fais aussi toujours, ce que je conseille d'ailleurs, c'est pas d'envoyer directement, mais d'utiliser la fonction éditer avant l'envoi. Parce que comme ça, je vais arriver dans mon Outlook. Je peux même encore modifier le mail avec l'invitation qui sera envoyée au client. Mais le grand avantage, c'est que le mail est envoyé avec mon adresse email personnelle et pas avec une adresse email générique de Brio, ce qui est mieux pour éviter que ça arrive dans le spam. Ça me fait penser à une question. Comme on a plusieurs versions de Brio, ça fonctionne dans toutes les versions qu'on peut modifier dans Outlook ou c'est... Non, il faut bien sûr avoir le PLW. Dans l'autre version, ça dépend si vous avez donc Brio First, par exemple, s'il utilise Office 365, ça va aussi fonctionner. Mais disons, dans les autres versions, c'est plus limité. On ne va pas vraiment dans Outlook, on reste en Brio. Et derrière, bien sûr, c'est toujours Outlook qui envoie, mais on n'a pas toutes les facilités comme dans l'exemple ici. Donc la lettre est envoyée, donc ça c'est la deuxième phase. Et maintenant, la dernière phase du workflow, c'est au moment que la lettre signée arrive de nouveau dans Brio, à ce moment-là, Brio va voir qu'il s'agit d'un workflow renom et il va proposer de faire maintenant l'envoi à la compagnie. Donc maintenant, je vais jouer cette phase-là. Donc je vais ici dans les documents signés qui sont arrivés. Maintenant, j'ai mis en avance déjà une lettre signée prête pour éviter que je dois d'abord signer dans le cadre de démo. Donc je suppose qu'ici, on a reçu le mail du client avec le document signé. Et au moment que je clique maintenant ici sur « Enregistrer », Brio détecte que ça fait partie d'un workflow renom et me propose de passer à la troisième phase, donc l'envoi de la lettre signée à la compagnie. Ça, c'est parce qu'au départ, tu as demandé de signer de manière électronique. Oui. Si maintenant on fonctionne à l'ancienne, où on imprime le document, le client signe sur le papier, est-ce qu'il y a moyen de continuer le workflow? Il y a moyen de continuer, mais il y a un élément très important, ça c'est le type de document doit bien être mis correctement. Il faut dire qu'il s'agit d'un renom. Comme ça, Brio sait qu'il doit vérifier s'il y a effectivement un workflow en cours pour continuer le workflow. Donc, si vous mettez un autre type de document, etc., il ne va pas le savoir qu'il doit continuer. Donc c'est vraiment dans le fait de ranger le document dans Brio, il va le détecter grâce au type de document, quoi. Oui, exactement. Okay. Donc la dernière phase, c'est qu'on se trouve ici dans l'envoi même et vous voyez que l'adresse AXA ici par exemple est automatiquement encodée parce qu'elle figure sur la liste d'Assuralia. Parfait.
Je vais m'arrêter ici parce que sinon c'est parti réellement vers AXA. Ce sont des données fictives, donc ça, je veux quand même éviter. Donc ça, c'est un workflow qu'on a fait, qui existe déjà. Maintenant, il faut savoir que nous travaillons déjà sur d'autres workflows. Le but est d'aller plus loin là-dedans. Le Renault, c'était notre premier essai. Aujourd'hui, nous travaillons sur des workflows un peu plus compliqués. Et il y a un qui est presque finalisé au niveau de développement, ça c'est ce qu'on appelle le workflow d'essai. Donc c'est un système qui va permettre, dans le cadre du décès d'un preneur, de faire toutes les actions nécessaires donc, pour finaliser le dossier correctement et à la fin archiver le preneur. Donc je vais vous donner un exemple. Je me trouve maintenant sur un autre cinématique, Marie Sanders. Donc je viens d'être averti que cette personne-là a décédé et je veux faire le nécessaire dans Brio. Première étape à faire, donc je vais vers les données personnelles. Je vais passer en modification et je vais donc indiquer que la personne a décédé. Donc je confirme avec une date, voilà, 8 semaines par exemple, et j'enregistre. Maintenant, Brio me propose de démarrer le workflow d'essai. Donc je vais confirmer. Et maintenant, vous allez voir un tout nouveau écran. Ça prend un peu de temps. Voilà, on y est. Donc, un écran qui reprend toutes les différentes actions à faire par quelqu'un dans le bureau pour finaliser le dossier de Marie Sanders. Donc, c'est beaucoup plus intuitif pour un nouveau membre de personnel qui n'a pas l'habitude de travailler avec l'équipe. Oui. Il sait exactement ce qu'il doit faire. Oui. Est-ce que le courtier peut personnaliser ses tâches? Oui, donc il faut savoir, on a une série de tâches qui sont présentées ici dans 4 grandes rubriques. Ce sont les onglets, tout ce qui concerne le preneur avec ses relations, éventuellement les groupes. On a tout ce qui concerne les contrats, aussi bien les contrats dont lui, il est preneur, ou des contrats dans lesquels il joue un autre rôle. Par exemple, il peut être bénéficiaire dans le contrat de quelqu'un d'autre. On voit ici, c'est un contrat à son épouse, par exemple, dans lequel il figure comme bénéficiaire. MyBroker, s'il y a un accès MyBroker, il faut clôturer le compte MyBroker et les accès éventuellement d'autres personnes au compte du décédé ou du décédé à d'autres comptes. Et à la fin, c'est la dernière étape, on veut clôturer le workflow. Et la toute dernière phase, c'est donc archiver le preneur. Mais bien sûr, le bouton archiver ne va jamais être actif si toutes les tâches ne sont pas finalisées. Donc là, tu as ton workflow qui montre tes étapes de tâches. Si en cours de route, tu es occupé de travailler sur un autre dossier et que tu veux revenir, comment tu peux retrouver ces workflows? Oui, je vais y revenir. Je vais d'abord expliquer un peu le workflow en détail et puis on va voir comment on peut facilement le retrouver. Parce que sinon, je dois un peu trop passer de gauche à droite dans Brio. D'abord, vous voyez, ce sont des listes d'actions. Et comme tu avais demandé tantôt, c'est donc le courtier qui peut personnaliser ce mécanisme-là. On n'est pas obligé d'accepter toutes les tâches que Brio propose. Donc, c'est au courtier de dire « je le veux, celui-là ou l'autre, je ne veux pas ». Et un deuxième élément très important là-dedans, c'est qui doit effectuer cette tâche-là. Donc, vous voyez ici qu'il a automatiquement marqué une personne et une date pour lesquelles ça doit être effectué. Et donc là, il y a différents critères. Ça peut être, par exemple, la personne qui a démarré le workflow qui doit effectuer la tâche. Ça doit être le gestionnaire du dossier, par exemple. Ça peut être, je ne sais pas, une personne figée dans le bureau qui s'occupe toujours de tous les décès. Donc, c'est toujours la même personne qui fait la tâche. C'est au choix du courtier qu'on peut l'effectuer. Alors, qu'est-ce que c'est maintenant les tâches? Je vais juste donner quelques exemples. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Brio peut effectuer des tâches automatiquement si vous le voulez. Par exemple, on a par exemple quelque chose comme changer la dénomination. Donc si on regarde, maintenant je vais quand même vite passer dans le dossier. Quand je clique sur le dossier, vous allez voir que dans les données personnelles, il y a marqué ici pour Marie, c'est un professeur, c'est marqué. Donc, si je vais effectuer maintenant, dans le cadre de Renault, cette tâche-là, ça veut dire qu'on va modifier professeur par la démission les héritiers. Mais je ne dois même pas quitter le workflow pour faire ceci. Il suffit de cliquer sur le bouton à la fin ici, exécuter, il a effectué, là, barré, c'est effectué. Donc, si je retourne dans le dossier et je vais vite faire un update du dossier, comme ça, on peut le voir, on voit que c'est automatiquement
modifier. Et donc, c'est aussi le point fort du mécanisme, que dans cet écran-là, chaque fois que j'ai un bouton « Exécuter », je peux faire quelque chose sans que je quitte même le workflow. Par exemple, la relation entre Marie et SnapMatis, par exemple, je peux automatiquement faire certaines choses, par exemple changer l'état civil du partenaire, on va dire, et désactiver la relation. Il suffit de cliquer sur le bouton et tout ça est effectué par Brio automatiquement sans que je dois même quitter l'écran. Okay. Dans d'autres cas, Brio va vous amener à l'endroit où il faut faire quelque chose, mais sans que vous devez chercher vous-même. Brio sait où on doit se trouver pour faire certaines modifications. Autre petit exemple, dans le cadre des contrats, on a 2 contrats au nom du décédé même. Donc là, je dois prendre des actions, mais il y a un 3e contrat qui n'est pas au nom du décédé, mais dans lequel il a un rôle. Et donc, là aussi, il y a peut-être des modifications à faire. Ici, ce n'est pas exécuter, c'est ouvrir, parce que quand je clique là-dessus, Brio va automatiquement me mettre dans le contrat et démarrer le broker entry point dont on va parler tantôt pour faire des actions vis-à-vis de la compagnie. Maintenant, ici, je ne vais pas entendre, parce qu'il ne va quand même rien trouver, c'est un contrat fictif qui n'existe pas auprès d'Allianz, donc il ne pourra jamais me montrer le menu d'Allianz, mais juste pour illustrer, c'est ça le principe, on se trouve dans le workflow, on passe directement à l'endroit où on peut faire le nécessaire, arrêter le contrat ou transférer vers une autre personne, etc. Et donc, si c'est fait, on retourne dans le workflow et on peut dire nous-mêmes, c'est effectué, donc je coche cette action et aussi, elle ne disparaît pas, mais elle est grisée, elle est effectuée. Et quand toutes les tâches sont terminées, les macarons colorés là-dessus, ils vont disparaître. C'est juste un symbole pour dire, à cet onglet-là, il y a encore des actions à faire. Et je sais que si toutes les actions ne sont pas terminées, je ne peux pas définitivement terminer le dossier. Alors, normalement, les courtiers sont habitués à ce petit macaron de couleur, vu qu'ils l'ont à d'autres endroits de Brio. Et peut-être un autre élément qui peut être utile pour le courtier, s'il y a des tâches qui manquent pour vous dans le workflow, vous avez toujours la possibilité d'ajouter vous-même une tâche supplémentaire. Partout, il y a le symbole « plus » qui le permet. Le plus, bien sûr, il va créer cette tâche liée au contexte sur lequel je me trouve. Si je clique sur le plus ici, il va créer une activité au niveau de ce contrat-là. Si je vais, par exemple, dans preneur et je vais ici cliquer ici, ce sera lié au preneur. Mais en fin de compte, quand on clique là-dessus, vous connaissez le principe, c'est une activité. Chaque tâche, en fin de compte, est une activité. Et ça aussi, c'est un élément important parce que ça veut dire, suppose le workflow est lancé, il y a différentes personnes dans le bureau qui doivent faire quelque chose. Par exemple, les gestionnaires font le nécessaire pour le contrat pour lequel ils sont gestionnaires, mais ici, c'est une autre personne qui fait tout qui concerne les relations, par exemple. Il faut savoir que toutes ces différentes actions qu'on voit ici, ils se trouvent dans le rapport d'activité de toutes ces personnes. Donc le matin, quand ils démarrent leur Brio, ils regardent dans leur liste de toutes les actions à faire aujourd'hui, ils vont voir apparaître ça là-dedans. Donc ils ne sont pas obligés de venir dans le workflow même. À partir de leur journal d'activité, ils peuvent faire les actions nécessaires qui vont être clôturées dans le workflow même. Et c'est ça le principe de base. Okay. Et donc, si tout est fait, on archive. Ça, c'est la dernière étape. Maintenant, donc, je suis passé vite ici dedans, on n'a pas le temps d'entrer en détail. Ceci est développé, c'est du réel que je viens de montrer ici, mais toujours dans un environnement de test. Mais dans quelques semaines, nous comptons ouvrir cette fonctionnalité pour les courtiers qui sont membres du groupe de travail stratégique. Ce seront les premiers pour tester ce module-là. Et une fois que ces tests-là seront positifs, je veux dire, nous allons ouvrir ça pour tous les courtiers Brio. Donc ça, c'est quelque chose qui va venir bientôt. OK. Je t'avais demandé ça tout à l'heure, mais comme tu as préféré suivre l'ordre logique, on va dire, de la présentation, je te demandais si on arrête en plein milieu d'un workflow, est-ce qu'on peut revenir facilement sur les workflows, avoir une vue globale? Oui, il y a différentes façons de faire. D'ailleurs, si on se trouve sur le dossier même de la personne décédée, si je retourne maintenant dans Marie, vous voyez que dans le volet ici à gauche, il y a un nouveau point qui s'est affiché Workflow avec un chiffre 1, ça veut dire 1 en cours. Okay. Parce que dans le futur, on va avoir d'autres types de workflow que d'essais uniquement. Donc si je clique ici sur Workflow, ou ici au-dessus, là aussi, vous voyez un bouton Workflow, c'est la même fonctionnalité. Et si on clique là-dessus, on arrive dans une vue
des différents workflows qui sont en cours pour ce preneur. Donc ça, c'est une première vue. Okay. Et vous voyez d'ailleurs aussi qu'il y a un système qui va vous indiquer où est-ce qu'on se trouve dans le workflow, le progrès qu'on a déjà fait. Donc 29% des tâches sont déjà effectuées. Donc il prend le nombre de tâches et il calcule le pourcentage déjà effectué. Autre vue, à partir des activités ici au-dessus, il y a aussi un système qui va me donner mes workflows. Donc ça veut dire que tous les workflows en cours dans Brio pour lesquels moi j'ai quelque chose à faire, quand je clique là-dessus, j'ai une liste avec les différents workflows dans lesquels je travaille actuellement. Et puis le dernier qui existe, toujours à partir des activités, ce sont tous les workflows du bureau. Quand on clique là-dessus, là je peux jouer sur différents critères. Je demande par exemple tous les workflows d'essai maintenant qui sont en cours. On peut encore demander entre certaines dates ou pour un gestionnaire, mais si je prends tout, je vois la vue de tout ce qui est en cours, pas uniquement des workflows dans lesquels moi j'ai quelque chose à faire, mais tous les workflows du bureau. C'est ça un peu le but. Alors, là, je pense que tu as bien expliqué le cas d'essai. Est-ce qu'il y en aura d'autres qui sont prévus déjà en développement ou en idée en tout cas? Oui, effectivement. Donc, je retourne peut-être maintenant vers la présentation ici. Donc, vous voyez que j'ai mis un point sur le slide là, coming soon, hein, pour bientôt. Oui. Donc, ça c'est celui que je viens de montrer ici. Mais il y a beaucoup d'autres idées déjà. Pour l'instant, nous avons déjà commencé le workflow séparation. Parce qu'il va être un peu similaire comme celui de décès. Oui. Bien sûr, les tâches seront un peu différentes, mais dans le cadre d'un divorce, par exemple, il faut aussi, au niveau de, par exemple, MyBroker, éviter qu'ils continuent à avoir accès à leur dossier parce qu'ils se séparent. Hein. Le RGPD, ça peut être embêtant. Oui, c'est ça le but. Hein. Mais vous voyez, il y a d'autres idées. J'ai mis quelques exemples là-dessus, hein, dans le cadre de naissance, ou un workflow qui va vous aider à créer facilement un nouveau projet, nouvelle affaire, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même compliqué dans Brio, changement d'intermédiaire, ouverture d'un dossier sinistre, etc. Mais je vais plutôt dire, cher courtier, si vous avez des idées, si vous voyez des workflows qui peuvent vous aider dans votre travail journalier, n'hésitez pas à nous les mentionner parce que nous allons développer tout ça pour vous aider, pour gagner à efficacité, à gagner du temps, etc. Voilà, on va peut-être passer sur le sujet suivant. Ah non. Passons d'abord à une petite question alors, si tu permets, Peter. Donc ici, vous voyez la question s'afficher à votre écran. Nous vous invitons à y répondre. Donc la question est, quel est le workflow qui vous intéresse le plus, à vous? Les renoms, première solution, décès ou séparation. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse ici. Je vous laisse donc choisir quelques petits instants pour pouvoir répondre à la question. Et donc on peut dire renom déjà en production, décès, ce sera cette année, de toute façon. Et séparation, si tout va bien, peut-être aussi déjà cette année qu'on va avoir ce workflow-là. Parfait. Voilà, merci d'avoir répondu. Ça nous donne déjà un petit peu des idées à ce que vous préférez. On peut donc passer au slide suivant. Le slide suivant donc, reprend le point 2, le Broker Entry Point. Donc, comme je l'ai énoncé rapidement dans l'agenda complet, c'est ce qui va, si je ne me trompe pas, remplacer Portima Connect. C'est donc faire le lien entre le bureau de courtage et la compagnie, et dans l'autre sens, la compagnie vers le bureau de courtage. Est-ce que donc, Peter, tu peux continuer un petit peu à nous expliquer cela aussi, sur le point 2? Oui, bien sûr. Oui, c'est nouveau. Le but est d'améliorer, en fait, compte le mécanisme qui existait avec le Portima Connect, et le but reste bien sûr d'échanger des informations avec les compagnies d'assurance. Ici, on travaille aussi en phase. Une première phase qui est aussi déjà en production, ça c'est ce qu'on appelle le Broker Entry Point tout court. Ça permet, à partir de Brio, naviguer vers les modules des compagnies. On arrive d'abord sur un menu avec toutes les compagnies. Il faut faire le choix de la compagnie et puis dire je cherche dans le privé ou profession, expliquer si c'est quel domaine qu'on cherche, si c'est vie ou non-vie, etc. Et puis on arrive dans le module de la compagnie où on veut faire quelque chose. Pour ceux qui l'ont déjà utilisé, c'est un peu plus intuitif que ce qu'on avait précédemment. C'est bien structuré dans chaque compagnie de la même manière en fonction des modules qui sont proposés. Oui. Donc c'est quand même assez pratique. Est-ce que tu peux donc me donner peut-être les avantages d'utiliser le Broker Entry Point par rapport à Portima Connect aussi? Oui, on peut dire que le Broker Entry Point tout court, vous allez peut-être dire, ça ne fait pas beaucoup de différence avec l'explorateur que j'utilisais avant. Bon, quels sont les avantages d'utiliser le nouveau système? D'abord, il faut savoir qu'il y a un avantage technique.
qui ne vous concerne peut-être pas directement, mais il faut savoir que tous les échanges qui existaient auparavant étaient basés sur une technologie, on appelle ça des messages EDIFACT. C'est une structure assez spécifique. Et il faut dire que le know-how téléfact dans le marché est en train de disparaître parce que c'est une technique qui date déjà de beaucoup d'années, plus de 30 ans que ça existe. Et ça devient de plus en plus difficile de trouver des développeurs qui connaissent encore ce langage. Et donc ça veut dire que les compagnies aujourd'hui, ils ont des problèmes pour suivre les évolutions dans Portima Connect parce qu'ils n'ont pas les gens pour faire le développement nécessaire. Donc, on a vraiment changé de technique. On est passé à des API. Ce sont des techniques nouvelles. Tous les jeunes développeurs connaissent ça très, très bien. Et ça permet maintenant aux compagnies de nouveau investir dans le développement de Portima Connect, de développer, d'améliorer le bloc retour, par exemple, ou développer des blocs retour pour d'autres domaines ou des modules pour d'autres domaines, etc. C'est ça le but final, bien sûr, qu'on veut obtenir. Mais maintenant, on a lancé cette année déjà une nouvelle version qu'on appelle le BMS, Broker Entry Point. Et BMS, ça veut dire donc Broker Management System, ça veut dire le système qui tient compte du contexte, dans notre cas, de Brio dans lequel on se trouve. Et je propose maintenant de nouveau passer dans la démonstration. Donc, je vais vous montrer comment ça fonctionne aujourd'hui, parce que c'est déjà en production. Pour les contrats, je vais commencer avec cette partie-là. Pour les contrats, c'est en production pour 3 compagnies aujourd'hui, pour AG, Allianz et AXA. Donc vous voyez, je me trouve ici sur un contrat et vous voyez bien qu'il y a un nouveau bouton même en coloré, démarrer le Broker Entry Point. Donc je clique là-dessus et maintenant j'arrive dans déjà une communication avec la compagnie. Et la compagnie, c'est ça important à savoir, c'est la compagnie qui va me donner une liste de toutes les différentes actions que je peux effectuer dans le cadre du contrat sur lequel je me trouve, à cette compagnie bien entendu. Et donc, on voit toute une série d'actions qui sont possibles. Et derrière, il y a à chaque fois des différents boutons qui vont m'aider à faire quelque chose à la compagnie. Par exemple, ça peut être, si je veux consulter le contrat, je vais cliquer sur le bouton Page Web. Donc, ça veut dire que je vais naviguer dans le module de la compagnie pour consulter le contrat. Ou je veux envoyer un email à la compagnie, mais quand je vais cliquer sur le bouton email, l'adresse email à utiliser est automatiquement fournie par la compagnie. Donc je dois utiliser cette adresse-là. Parfois, il y a plusieurs choix. Ici, je peux par exemple envoyer un email ou même naviguer vers une page web ou encore téléphoner à la compagnie. Et dans ce cas-là, je vais peut-être illustrer ici, le numéro de téléphone est fourni par la compagnie. Et si j'ai le module téléphonie de Brio, en cliquant sur le bouton, je peux immédiatement faire l'appel à la compagnie. Très pratique. Mais encore un autre exemple que aujourd'hui vous n'avez certainement pas encore vu quand vous avez déjà utilisé ce bouton-là, parce que les compagnies sont encore en train de développer ça. Mais ça, c'est le fameux, parce que ça existait déjà dans Brio, ce qu'on appelle le MPB, le message de production. Et jusqu'à peu, envoyer un MPB, ce n'était pas facile. Parce que quand on démarrait un MPB, on devrait d'abord passer par une très très longue liste avec toutes les différentes raisons et chercher l'option dont on a besoin. Maintenant, c'est fini, parce que c'est la compagnie qui dirige ça à partir de leur menu personnel. Donc si par exemple, je veux changer le fractionnement, je clique sur le bouton MPB et l'écran est d'office encodé correctement. L'information qui manque encore, c'est la date effet. Donc, je vais dire, par exemple, à partir du 1er mai. Pour l'instant, c'est annuel et je veux le mettre, par exemple, sur mensuel. Et puis, il suffit de cliquer sur Envoyer message et c'est fait. Donc, c'est beaucoup plus simple. Oui, bien sûr, ceci, c'est de nouveau démo. Je ne peux pas envoyer, mais c'est le principe. Donc, c'est très facile à utiliser. On est encore allé une phase plus loin. On a développé maintenant la même chose pour les sinistres. Donc, je vais vite naviguer vers un sinistre pour ce même contrat. Toujours le même principe. Le bouton est présent. Bien sûr, avec d'autres types d'actions qui sont possibles dans le cadre de gestion des sinistres, par exemple. Une page web, c'est-à-dire un email, etc., ça reste possible, mais on
connaît aussi dans les sinistres le MSB, le message de sinistre. Ça existait aussi déjà dans Brio, hein. Mais maintenant, donc, c'est intégré. Et donc, si la compagnie est capable de traiter ce genre de message, elle le montre dans le menu. Si la compagnie n'est pas capable de faire ça, ça ne va jamais apparaître dans leur menu. Donc ça aussi, c'est un grand avantage. On ne doit plus se poser des questions, qu'est-ce que je peux faire avec cette compagnie-là? Ouais. C'est la compagnie qui vous dirige, disons, vers la bonne méthode de communication avec la compagnie. C'est super, ça en sinistre. Et pour le moment, toutes les compagnies, une partie, se sont déjà liées. Ici, pour l'instant, Sinistre AG. Allianz va l'être un de ces jours aussi, donc, mais le reste, c'est encore en cours. Ben, ça prend un certain temps pour les compagnies, je veux dire. Il y en a certains qui sont un peu plus actifs que d'autres. Hein. Donc, on voit AG est souvent une des premières pour le faire. Mais le but, c'est qu'ils font tous suivre. Tout le monde doit passer à cette nouvelle technologie. Hein. Alors, ce qui était aussi super agréable avec Portima Connect, c'est qu'on avait l'échange contextuel. Donc, quand on démarre de Brio, ils prennent des données et l'injectent dans le site de la compagnie. Oui. Est-ce que c'est déjà lié, tout ça aussi? Ça, c'est aussi quelque chose que nous sommes en train de développer actuellement. Maintenant, l'échange contextuel, on l'appelle maintenant le Broker Bridge. Mais c'est exactement un peu le même principe. Ça veut dire les informations qui sont présentes dans Brio, au moment qu'on démarre une application compagnie via ce mécanisme ici, automatiquement, les informations sont échangées et ça permet à la compagnie de pré-remplir l'écran pour éviter que vous deviez retaper les mêmes informations. Ouais, le gain de temps. C'est ça le but exactement. Ce qui est aussi encore en cours, ça c'est aussi le BEP pour les objets de risque. Donc, à partir d'une voiture, à partir d'un bâtiment, etc., démarrer le BEP. Là, bien sûr, vu que ce n'est pas lié à ce moment-là à un contrat, donc à une compagnie, il va de nouveau d'abord présenter la liste des compagnies. Vous faites votre choix, mais vous pouvez comme ça, par exemple, demander une offre à la compagnie pour le contrat, pour la voiture, par exemple, qui existe déjà dans Brio. C'est ça un peu le but. OK, super. OK, on va retourner un instant dans la présentation maintenant, dans le PowerPoint. Donc, j'ai expliqué ce que c'est donc le BMS Broker Entry Point donc pour les contrats et les sinistres, et donc le Broker Bridge dont on vient de parler. Donc, ça, c'est en cours, mais ce sera aussi pour cette année que ça va être opérationnel. Passons au sujet suivant. Exactement. On va passer maintenant au point 3, la partie PayPal dans Brio. Okay. Donc, c'était le système de facturation électronique, la fameuse obligation de l'État. Est-ce que tu peux en parler aussi un petit peu plus là-dessus? Oui, je ne vais pas trop entrer, disons, encore dans le détail, comment ça fonctionne, etc., parce que ceux qui en ont besoin, ils l'utilisent déjà aujourd'hui. Si vous n'avez pas le module de comptabilité ou si vous n'encaissez pas, en fin de compte, ce n'est pas intéressant pour vous, je veux dire. Donc, on ne va pas trop rester sur PayPal ici dans cette présentation-là, mais j'ai quand même voulu ajouter ce point-là parce que PayPal a été développé chez nous, donc est mis en production fin décembre. Mais depuis fin décembre et aujourd'hui, dans chaque release de Brio qu'on a mis en production, on a chaque fois encore fait des améliorations PayPal, et certaines très importantes. Donc, je préfère de passer sur quelques points, parce que peut-être vous n'avez pas lu les notes release des différentes versions qu'on a eues déjà cette année. Et là-dedans, il y a des modifications qui peuvent être intéressantes pour vous dans le cadre de PayPal. Je vais peut-être aussi illustrer un maximum les différentes fonctionnalités. Donc, je l'ai listé ici sur le slide. Donc, on va d'abord parler du fait qu'on peut envoyer pas uniquement une facture PayPal au numéro BCE du preneur, mais aussi à son numéro TVA. Ça, c'était quelque chose qui n'était pas prévu dès le départ dans PayPal, mais qui est nécessaire. Mais donc, ça veut dire que dans Brio, vous devez être capable d'indiquer est-ce que ça doit être envoyé via le numéro BCE ou justement via le numéro TVA. Il y a vraiment un plus parce qu'au final, ça se relie plus ou moins les deux? Oui, mais ça a à voir avec le fait que certains de vos clients, ils vont eux-mêmes aussi envoyer des factures PayPal et pour l'envoi, ils s'inscrivent par exemple avec leur numéro BCE. Pour la réception, qui ne se fait pas dans leur logiciel de comptabilité, par exemple directement dans Brio d'abord, là ils veulent... dans leur logiciel comptable, je veux dire, donc, ils veulent avoir une distinction entre les deux. Ce sont différentes raisons pourquoi ils ont choisi de travailler de cette façon-là. La fameuse clé de liaison, quoi, avec PayPal. Okay. Donc, on retourne de nouveau maintenant dans Brio. Donc, je vais vous montrer les champs qui sont importants dans le cadre de PayPal et qu'on vient d'ajouter dans une récente release de Brio.
Donc, on se trouve ici sur une entreprise, un preneur. Et donc, si je vais dans les informations sur l'entreprise, on a ici un nouveau champ qui s'appelle l'identifiant PayPal. S'il n'est pas rempli, ça veut dire qu'on prend le numéro BCE, parce que c'était la base. Donc, il faut, en fin de compte, uniquement ici encoder ce champ-là si vous voulez envoyer votre avis d'échéance via le numéro TVA du client. Donc, si je vais en modification, et je clique ici, vous voyez que j'ai deux choix, numéro BCE et numéro TVA. Mais donc, numéro BCE ou néant, c'est exactement la même chose. Mais si c'est numéro TVA, il faut l'indiquer et comme ça, Brio sait qu'il doit en tenir compte. Donc ça, c'est une première modification ici au niveau du preneur. Et puis, on a encore une autre modification ici, qui est la référence externe du client. Parfois, un client va vous demander, quand vous envoyez un avis d'échéance, qu'il faut mettre une référence du client là-dedans pour qu'il sait facilement retrouver de quoi il s'agit dans sa comptabilité. Donc, c'est les clients qui donnent la référence. Par exemple, on voit ça souvent avec des organisations gouvernementales ou, par exemple, les universités qui exigent que vous utilisez toujours leur référence. Donc, si je dis il y a un pouvoir adjudicateur, dans ce cas-là, si je dis oui, je suis obligé déjà de l'encoder. Si c'est non, bien sûr, là aussi, je peux encoder quelque chose et ce sera utilisé dans la facture PayPal. Et quand je parle de facture PayPal, je parle vraiment du fichier technique. Il y a aussi toujours un PDF. Sur un PDF, c'est vous, puis vous, avec les variables, vous pouvez indiquer ce que vous voulez mettre là-dessus. Mais ici, je parle de ce fichier technique, un fichier XML. On appelle ça un fichier UBL dans le cadre de PayPal. Il va aussi contenir cette référence. Comme ça, si le client intègre ça dans sa comptabilité, automatiquement, la référence est détectée par leur programme de comptabilité. Et puis, ce numéro-là, c'est aussi un peu spécifique, le Global Location Number. Pourquoi est-ce qu'il existe? C'est à voir avec des grandes organisations. Vous avez un preneur qui a beaucoup de filiales, et ils sont tous liés par le même numéro BCE, par exemple, mais il va vous demander, je veux que chaque facture arrive directement dans le filiale en question et pas au siège principal, par exemple. Et pour ça, on peut travailler avec un numéro spécifique par filiale, ce qu'on appelle donc le Global Location Number. OK. Et vous voyez que parfois, il y a un bouton bleu à côté. On a vu la même chose ici pour numéro d'entreprise, numéro TVA. Donc, il faut savoir quand le numéro GLN est encodé, c'est le premier qui est utilisé. Il vient avant le numéro TVA ou avant le numéro BCE. S'il est rempli, on doit l'utiliser d'office. Et ça veut dire aussi que le client est inscrit sur le réseau PayPal avec ce GLN. Et ça, vous pouvez toujours vérifier avec ce bouton-là qui permet de consulter la base de données de tous les clients qui sont inscrits dans PayPal pour voir si effectivement il est inscrit avec ce numéro-là. Et on peut avoir plusieurs numéros GLN? C'est possible, parce que parfois, ils vont demander ce contrat-là, il doit aller vers cette pièce-là, un autre contrat vers un autre. Donc, si vous travaillez ainsi, vous avez en fin de compte le même champ qui existe au niveau des contrats. Donc, si je retourne dans un contrat maintenant, et dans l'onglet Général 2, vous voyez, là aussi, il y a le Global Location Number. Par défaut, il prend celui du preneur, mais il y a moyen de mettre un autre si vous voulez que ce contrat-là ne suit pas les mêmes règles que les autres contrats. Et à côté de ça, il y a encore un autre numéro. Il y en a pas mal. Le Procurement Online Order Reference, un nom compliqué. Mais ça aussi, c'est une référence spécifique à ce contrat. Donc, on peut mettre une référence au niveau du preneur qui est utilisée pour tous les contrats, ou on peut encore mettre une référence spécifique pour un contrat spécifique qui est utilisé pour informer donc, le destinataire qui, ainsi, sait facilement intégrer ça dans sa comptabilité. Tout ça concerne toujours l'envoi. On a encore fait quelques autres modifications qui sont quand même intéressantes à vérifier. Je vais encore donner un qui est très important à vérifier. Au niveau donc de suivi de vos factures, il y a aussi une liste de documents PayPal. J'imagine ce qui peut arriver,
ça c'est que vous avez préparé un avis d'échéance que vous voulez envoyer à votre client. Et puis, quand vous êtes en train de contrôler tout ça, vous voyez, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un problème avec cet avis d'échéance. Donc, je veux envoyer, par exemple, tout mon terme du mois, mais ce contrat-là, l'avis de ce contrat-là, il ne peut pas partir. Il y a un problème. Okay. Donc, on a ajouté un mécanisme qui permet d'enlever certains avis d'échéance de la liste. Donc, si je prends ici, par exemple, la liste depuis début d'année, on va faire créer la liste. Donc, ça va prendre une dizaine de secondes qu'il crée, il fait son batch, il cherche tous les documents. De quoi ce qu'on parle maintenant, ce sont les avis d'échéance qui sont encore à envoyer. Si on regarde ici, dans le menu, j'ai toujours la possibilité de supprimer le fichier PEPL si nécessaire. Donc, s'il y a une erreur, je supprime, je laisse tel quel, et vous pouvez faire une correction et régénérer l'avis d'échéance PEPL et puis l'envoyer. Donc, ça, c'est le but de cette fonctionnalité. Si on avait envoyé par la poste à la base le document et qu'on aimerait générer la facture PayPal, c'est aussi possible? Oui, ça c'est une bonne question. Je retourne ici dans la compagnie, je vais prendre le même preneur. Effectivement, donc, si vous allez consulter déjà donc, des quittances que vous avez générées pour un client, ici un exemple, donc on a fait un comptant à un moment donné, et quand vous consultez ici l'onglet avis rappel, on voit que c'est envoyé par la poste. Maintenant, le client demande, entre-temps, je me suis préparé pour PayPal, donc je suis prêt, je peux maintenant recevoir des factures PayPal. Envoyez-moi, s'il vous plaît, maintenant cette même facture, mais via le canal PayPal. C'est possible. Donc, à partir de la vue ici, avec les quittances déjà envoyées dans le menu, j'ai aussi la possibilité maintenant. Il y a deux fonctions. Télécharger le fichier PayPal, ça c'est quand vous avez votre propre PayPal Access Point. Donc, on le télécharge et puis il faut le donner à l'autre PayPal Access Point. Si vous travaillez avec notre partenaire BankUp, vous cliquez sur « Envoyer avis d'échéance via PayPal » et c'est parti. Okay. Mais c'est bien sûr la même facture qu'il a reçue deux fois maintenant. Une fois via la poste, une fois via PayPal. Voilà, je retourne de nouveau dans la présentation, les slides. Donc, dans ce cas-ci, pour le moment, on n'a fait que de l'envoi. Oui. Le client peut aussi demander, tu en avais parlé un petit peu avec des numéros différents, recevoir des factures d'embryo, parce que jusqu'à présent, ce n'était pas encore vraiment faisable. Exactement. Donc, on a aussi maintenant développé la possibilité de recevoir des factures PayPal. Et peut-être important, donc, si vous faites la comptabilité, mais vous n'envoyez pas vous-même vos avis d'échéance, vous n'êtes pas encaisseur, mais vous faites quand même votre comptabilité achat d'embryo, vous pouvez utiliser cette fonctionnalité. Bien sûr, il faut avoir, dans ce cas-là, un PayPal Access Point à lequel vont arriver vos factures de vos fournisseurs et puis il faut les intégrer dans votre comptabilité de Brio. Donc, on va retourner de nouveau une fois dans Brio pour que je vous montre comment ça fonctionne. Donc, je suis ici dans la partie comptable, je prends la saisie des achats et donc il y a une nouvelle fonctionnalité ici au-dessus. Si vous voulez importer un fichier UBL, le fichier UBL, c'est le fichier technique de la facture PayPal. Ce qui est important, donc si je vais cliquer là-dessus, vous allez voir qu'on va chercher sur votre disque dur où est-ce qu'on peut trouver les factures que vous avez reçues. Donc, il y a un paramètre qu'il faut encoder dans Brio, c'est quand vous allez recevoir des factures PayPal via votre PayPal Access Point, il faut les downloader, télécharger, et il faut indiquer quelque part un folder sur votre disque dur dans lequel vous allez les stocker. Ainsi, Brio aussi qui doit toujours chercher à cet endroit-là les factures qui arrivent. Donc, qu'est-ce qu'on va intégrer? Parce qu'on a chaque fois une facture et un PDF. Le PDF, il faut savoir, il ne sera pas toujours présent, ça dépend du fournisseur, ce n'est pas une obligation, car le PDF se trouve aussi incorporé dans le fichier UBL. Donc, ça peut que vous n'avez jamais de PDF uniquement comme ça, mais le PDF ne nous intéresse pas. On cherche vraiment le fichier même. Vous voyez, j'ai aussi une note de crédit ici, donc ça aussi c'est possible via le même mécanisme. Donc, je clique sur « Facture comptable », je vais l'ouvrir et en fin de compte, ça va pré-remplir mon écran
Donc, on fait le choix de mon journal d'achat et voilà, je sais de quelle entreprise il s'agit, le numéro de facture, etc. Tout est automatiquement encodé. Il suffit de cliquer OK et je suis dans le journal d'achat et je peux confirmer l'écriture. Parler de notes de crédit. C'est possible de faire ça maintenant dans Brio? C'est pas encore possible maintenant. Nous sommes en train de le développer. Donc ça, c'est quelque chose qui sera normalement, si tout va bien, le prochain release. Donc dans quelques semaines, ce sera aussi opérationnel. Parce que maintenant, effectivement, un client va demander une note de crédit quand une facture est annulée via PayPal, bien entendu, parce que sinon, il doit l'encoder manuellement. Et ça, bien sûr, les clients ne veulent plus. Peut-être encore juste une remarque sur la facture que je suis en train d'intégrer. Vous voyez qu'il y a aussi le PDF de la facture. Donc, si c'est bien incorporé dans le fichier UBL, je sais toujours, disons, ouvrir ça, consulter ça. Mais ceci, c'est important. Si vous voulez, si vous cochez ce flag-là, il va automatiquement garder la facture et le lier au signalétique de votre fournisseur. Donc, un document lié... dans le fournisseur. Oui, c'est ça le but. Donc, vous voyez pas mal d'évolutions encore dans le dossier PayPal et c'est la raison qu'on a quand même voulu un peu expliquer ce mécanisme. Donc, on peut revenir de nouveau sur la présentation même. Et donc, le dernier point, donc on a parlé de notre crédit. Encore une autre demande qu'on doit développer, que j'ai mis sur le slide, ce sont les plans de paiement. Au début, on n'a pas prévu de faire aussi les plans de paiement, donc les factures dans le cadre d'un plan de paiement via PayPal, parce que pour nous, un plan de paiement, c'était proposé à des particuliers, pas des entreprises, mais apparemment, ça se fait aussi pour les entreprises. Et donc, on va aussi le développer, mais ça, on doit encore démarrer ce développement. OK, parfait. Donc là, on a fini le point sur PayPal. On peut donc retourner sur l'agenda d'aujourd'hui. En point 4, nous voyons maintenant la partie charte sectorielle. Donc, on en a entendu parler déjà il y a une bonne année avec les différents pop-up qui s'ouvraient dans Brio. On nous proposait d'accepter ou non. C'était une première partie, on va dire, de cette étape. Maintenant, on est un petit peu plus loin. Est-ce que de nouveau, Peter, si tu peux nous prendre la main pour nous montrer cela aussi au sein de Brio? OK, je vais vous expliquer ça. Bon, on est maintenant de nouveau ici dans Brio. Qu'est-ce qui change maintenant avec la deuxième phase de charte sectorielle? En fait, on veut accélérer le process pour transmettre donc les données GSM, adresse email de preneurs aux compagnies qui ont signé la charte. Pour quand même vous rappeler, le but de la charte, c'est aider les compagnies à digitaliser. Et ils vont uniquement utiliser tout ça à des fins, disons, pratiques pour envoyer leur avis d'échéance, des attestations, etc., mais jamais pour des buts commerciaux. Et donc, comment accélérer? C'est permettre un envoi en masse. Et donc, nous avons développé un nouveau programme parce que jusqu'à présent, le mécanisme était chaque fois quand vous faites quelque chose dans le cadre d'un dossier client, par exemple un changement d'adresse ou envoyer par exemple un PB à la compagnie, on envoyait aussi les données de contact. Mais maintenant, on a développé un programme pour faire ça en masse. Comment est-ce que ça fonctionne? Il faut partir au-dessus ici via le menu Outils. Et là, vous prenez donc le point « Envoyer les données de contact, email et GSM ». Et donc, il prépare la liste pour toutes les compagnies qui ont des contrats dans votre portefeuille. Et il fait toute une liste avec les différents preneurs, avec chaque fois donc leur adresse email et éventuellement leur numéro de GSM. Et tout ça sera envoyé, sauf si vous décochez certains clients ou certains contrats. C'est toujours votre choix. Mais le but, c'est d'envoyer tout ça en masse. Et si vous voulez, il y a encore un système pour donner plus de critères pour peut-être limiter l'envoi, mais ce n'est pas l'option par défaut. Si vous voulez faire ça, il faut une fois annuler de nouveau. Et donc, je vais revenir... Attends, je dois le relancer pour essayer d'avoir la vue exacte. Et je vais par exemple refaire la compagnie AXA. Et donc ici, vous voyez, j'ai un bouton qui permet d'utiliser des critères étendus. Donc ça veut dire que ça permet de dire je veux uniquement envoyer ça par exemple pour quelque chose comme ça, pour les personnes morales. Et pas, par exemple, pour tous les contrats, mais uniquement les contrats qui sont en encaissement compagnie, par exemple. Et puis, je peux encore dire pas pour tous les domaines.
et choisir un domaine. Donc, pas mal de filtres disponibles. Ouais, donc ça, c'est possible. Mais pour le reste, c'est toujours le même principe. Une fois que vous avez accepté les critères, Brio va préparer la liste. Dans la liste, vous pouvez toujours encore enlever des clients ou des contrats si vous voulez. Et après, quand c'est prêt à être envoyé, donc moi j'ai 2 choix, mais immédiatement n'existe pas chez vous en production, c'est uniquement pour nous pour faire les tests. Donc on fait toujours l'envoi après 20 heures pour éviter qu'un envoi d'une très très longue liste pourrait avoir des effets sur la performance de Brio. Ok, parfait. Donc là c'est pour l'envoi. Il se peut, j'imagine, que le courtier avait des données, la compagnie avait d'autres données, donc il y a des différences. Et donc la compagnie va sûrement nous avertir de cela. Exactement. Donc, il y a aussi maintenant un nouveau bloc retour qui existe, qui permet à la compagnie, s'il a d'autres données, de les renvoyer chez vous. Et ça se trouve exactement au même endroit que le bloc retour habituel ou il y a un non, autre chemin? On a mis ça sur un menu séparé pour éviter que ça mélange avec d'autres blocs retour qui sont prioritaires. Donc, pour retrouver ces blocs retour, il faut aller dans le menu au-dessus pour Team Connect. Et là, vous avez donc un autre système qui permet l'import des données de contact de la compagnie. Et donc, ici, j'ai toute une liste. C'est fictif, bien sûr, ce sont des tests. Mais si, par exemple, ici, je peux prendre une ligne de Vivium, le fonctionnement est similaire à un bloc retour. On va voir les données qui sont présentes dans Brio actuellement, et puis les données qui sont envoyées par la compagnie. Et donc, dans ce cadre ici, on voit qu'ils ont un autre numéro de GSM qui n'est pas encore connu. Alors, ils proposent de l'ajouter parce qu'il y a encore une place libre dans Brio. Même chose pour une autre adresse email, ils proposent de l'ajouter comme deuxième adresse email. S'il n'y a plus de place possible, il ne serait rien ajouté, bien entendu. C'est à vous éventuellement alors de cliquer et ça veut dire que vous acceptez que le nouveau numéro GSM va écraser l'ancien dans Brio. C'est le courtier qui décide. Donc la compagnie part du principe que si jamais on donne une autre info, ils ne vont pas écraser dans leur base de données, ils nous renvoient pour nous informer que... On peut encore choisir lequel on garde et donc il faudra alors peut-être leur communiquer autrement l'information si ça a vraiment changé. Oui, parce que le courtier garde la main un peu sur tous ces processus et c'est ça qui est important. Mais je vous conseille quand même d'utiliser ceci pour aider les compagnies parce que c'est aussi en faveur de vos clients. Aujourd'hui, beaucoup de gens veulent recevoir leurs factures d'une façon digitale et plus par la poste ou un simple mail. Enfin, justement, un mail pourrait intégrer plus facilement, c'est ça la demande. OK, merci pour ces explications. OK. On peut peut-être passer à la question? Oui, donc on retourne maintenant dans la présentation. Voilà, la question qui vous est posée, c'est les compagnies utilisent les données échangées à des fins commerciales, vrai ou faux? On vous laisse répondre. Je pense que Peter l'a bien je l'ai dit, expliqué là, tout à l'heure. Voilà, donc la réponse était, Peter? Ben, c'est faux, bien entendu. Ça, c'est le but de la convention. Ils ont signé pour dire on ne va jamais faire ça. On n'utilise que pour notre digitalisation, pour nos factures, pour nos attestations. Je pense que ça peut rassurer les courtiers aussi dans cet échange ici par rapport à qu'on ne l'utilise pas à des fins commerciales. Passons peut-être au point suivant. Oui, il y a encore un dernier point que je voulais vous expliquer. Ça, c'est quand même des évolutions au niveau de notre écosystème. J'ai un beau dessin ici pour illustrer. L'écosystème, vous l'avez déjà remarqué, Brio s'est ouvert pour le monde extérieur et Brio permet aujourd'hui, via le système des API, ce qu'on appelle le Brio Open API Platform, permet d'échanger des informations avec d'autres parties sur le marché. On appelle ça notre écosystème. Et dans l'écosystème, il y a des partenaires qui offrent leurs services pour lesquels vous ne devez rien payer. Par exemple, la signature digitale via Nitro, ça fonctionne aussi via des API, et vous ne devez rien payer. La seule exception, ça c'est si vous utilisez la signature It's Me. Là, il faut le payer. Mais si on regarde en dessous, là, le Data Update, ça c'est par exemple justement le BCE, où quand vous cherchez une adresse Google Maps, il faut savoir que le BCE et Google Maps, ce sont pas, ils ont des fonctionnalités gratuites. Portima paye pour utiliser ces bases de données, mais vous ne devez rien payer à nous, on prend tous ces frais en charge. Et à côté de ça, il y a toute une série, disons, d'échanges d'informations avec d'autres parties externes, mais c'est optionnel, comme la téléphonie. Si vous voulez utiliser la téléphonie, vous devez prendre le module optionnel téléphonie de Brio. On avait aussi par exemple Penbox qui était lié. Penbox par exemple, c'est un autre exemple. Donc il y a d'autres parties. Et
on veut justement avoir beaucoup de parties, il y a beaucoup des insurtech par exemple sur le marché qui vous offrent des services et pour lesquels vous dites peut-être c'est intéressant, mais je ne veux pas réencoder chaque fois les informations des deux codés, je veux que le système se parle et c'est pour ça qu'on a développé donc cet écosystème. C'est super, donc ici on en a cité 2, 3. Est-ce qu'il y en a d'autres qui vont s'incorporer au système? Justement, ça bouge pour l'instant beaucoup parce qu'il faut savoir que fin de l'année passée, nous avons un peu diminué les tarifs qu'ils doivent payer pour utiliser ces API et nous avons organisé un événement avec une quarantaine de parties qui étaient présentes et maintenant il y en a beaucoup qui sont intéressés et depuis début d'année, nous avons déjà signé de nouveaux contrats avec une série de partenaires. Donc, je ne vais pas entrer en détail, parce qu'il faut bien sûr, avec chaque partie, négocier un peu, voir ce qu'ils offrent exactement. Mais vous voyez, il y en a 6 pour l'instant, depuis début d'année, qui ont déjà signé le contrat, dont un est déjà opérationnel, c'est Ravikel. MyHarmony, je crois que ce sera aussi pour un de ces jours-là. Et puis, on a encore Prokio, Colabi, WeGroup et Penbox, qui sont tous, disons, en train de développer de leur côté le nécessaire pour parler via nos API avec brio. Et c'est dans différents domaines comme MyHarmony, c'est plutôt de la compliance, AML. Ravikel, c'est de l'intelligence artificielle et la gestion des emails entrants, par exemple. WeGroup, c'est profil de risque, etc. Donc Penbox, vous connaissez déjà. Ils veulent aller beaucoup plus loin de ce qu'ils sont capables de faire aujourd'hui. Donc c'est quelque chose qui bouge. Et je peux déjà vous dire, il y en a encore une vingtaine qui ont déjà signé un NDA, qui sont en train d'étudier le dossier technique et qu'on espère que ça va aussi aboutir à la signature d'un contrat. Pas mal de nouvelles parties tierces qui vont s'intégrer, certaines avec de l'IA. Donc ça permet donc de faire évoluer vraiment le logiciel Brio pour les courtiers. Alors ça a un coût, ce sont des sociétés externes. Est-ce que Portima propose quelque chose en interne avec de l'IA, par exemple? Nous aussi, on y travaille et c'est aussi pour bientôt qu'on va venir avec un système aussi très intéressant pour gérer via l'AI les emails entrants. Le système va automatiquement chercher le contexte et essayer de le lier au bon contexte dans Brio, de faire un résumé, de proposer des actions de suite, etc. Donc, on veut aussi offrir un module pareil pour les utilisateurs de Brio même. Je sais qu'il y a aussi un partenaire, d'ailleurs, dans l'écosystème Paperbox qui fait aussi ce genre de fonctionnalité. Bien sûr, ce n'est pas exactement la même chose que nous, on fait, mais on veut aussi que certaines fonctionnalités qui sont vraiment très importantes dans un bureau de courtage aujourd'hui, qui font partie de Brio et qu'il ne faut pas chaque fois prendre une autre partie. Ces parties externes, ils offrent bien sûr encore plus de possibilités, donc ce sera le courtier qui décide s'il utilise notre module dans le futur ou le module d'un partenaire externe. Ok, merci pour ces explications sur la partie écosystème. Je propose qu'on avance peut-être dans les points ici de l'agenda. Le point suivant, c'est la partie sur Brio Academy. Je vais prendre la main pour pouvoir vous montrer cette partie-là. Donc, c'est les différents parcours de formation qu'on met à votre disposition. Et je vous propose donc de se plonger sur mon Brio. Voilà donc ici sur mon écran, dans Brio. Pour accéder rapidement au site internet myportima.com, vous pouvez aller sur le menu général vert, sur le point d'interrogation, et vous avez la partie Studio Brio. C'est un chemin rapide à partir de Brio pour accéder sur ce site. Bien sûr, le chemin que j'ai utilisé au départ nous permet d'accéder aux différents tutos. Et ce n'était pas ce point-là que je voulais mettre en évidence maintenant. Par contre, dans le menu général du même site, dans le menu Brio Academy, le premier choix que vous avez, c'est la partie Parcours de formation. En cliquant sur Parcours de formation, pour ceux qui ont déjà navigué, vous allez voir que la page a été un petit peu changée pour directement mettre en avant la partie où on peut se connecter pour les courtiers qui ont déjà accès à la plateforme. Et pour les autres, vous pouvez vous inscrire sur l'un des choix ci-dessous. On a séparé dans les différentes versions de Brio. Vous avez Brio First, Confort, Premium, pour choisir justement les différentes formations qui vous seront proposées et adaptées en fonction de la version que vous avez. Et il y a aussi la possibilité de s'inscrire séparément sur Igor, par exemple. Ici, je prends l'une ou l'autre des versions, peu importe, et j'arrive sur le site qui me permet de m'inscrire directement sur la plateforme. On peut mettre le nom, le prénom, l'email. Vous pouvez déjà créer votre mot de passe, mettre le nom de votre bureau et l'Office ID Portima. Lorsque vous cliquerez sur le bouton Inscription, vous recevrez un email à la suite de ça, vous permettant de cliquer sur un bouton et d'accéder à la plateforme. Pour éviter de devoir me réinscrire, je me suis déjà connecté, donc je change d'onglet ici Internet. Et en me connectant, vous aurez votre affichage comme ceci.
On vous donnera le petit texte de bienvenue. Là-dedans, nous vous conseillons de lancer les différentes formations dans l'ordre que nous proposons ci-dessous, en tout cas pour les 3 premières. Démarrer avec brio, gérer efficacement les objets de risque et les contrats, et ensuite la gestion du journal d'activité. Ce qu'on a aussi mis en avance ici, c'est que vous aurez une attestation qui sera délivrée pour tout ce qui est recyclage FSMA, les différentes heures que vous devrez accumuler. Et donc ici, si vous finissez concrètement un chemin de formation, à ce moment-là, vous aurez droit à cette attestation de recyclage. Comment faire cela? Sur le bas de l'écran, vous avez les différentes zones où il y a écrit « Mon travail »,« Formation assignée » et je peux retrouver les différentes formations. Si je veux voir toutes les formations en un coup d'œil, je peux aussi cliquer sur le bouton « Voir tout ». En survolant sur une spécifique ici, je peux demander de l'ajouter ou de la retirer de mes favoris. Je peux aussi le refaire par ici, ce qu'on appelle les signets. Vous pouvez partager, et alors il y a des options comme par exemple l'ajouter à ma playlist qui sera disponible ici. Partager, Sébastien, ça veut dire que moi je suis par exemple patron d'un bureau et je veux qu'un nouvel employé suive une série de formations, que je peux indiquer une formation et le forwarder vers la personne. Oui, on pourra avoir le lien vers la formation à ce moment-là. Ouais. Ça ne permet pas actuellement, du moins, de créer une liste de A à Z à suivre, mais on peut envoyer déjà des petits contenus comme ceci. C'est déjà pas mal, je trouve. Hein. Sur le bas de la zone sur laquelle j'ai survolé, il m'indique aussi combien d'étapes il y a à l'intérieur. Ce qu'on appelle aussi des étapes, ce sont des modules. Donc vous allez d'abord avoir la grande partie de formation, le chemin de formation. Et dans un chemin, vous allez avoir des modules. Ces modules, comme je viens de le dire, aussi nommés étapes, c'est ce qui permet de construire le chemin complet. Si vous vous arrêtez en plein milieu d'un chemin, vous n'aurez pas droit à l'attestation pour le recyclage de la FSMA. Donc il faut vraiment le faire complètement. Ici, par exemple, on peut simplement cliquer sur le bouton « Commencer » pour rentrer dans la formation et on pourra visualiser rapidement un petit résumé de celle-ci. En faisant « Afficher la suite », vous accédez à plus de détails de la formation. Sur le bas, vous allez voir qu'on a mis des petits cadenas sur les différents modules ou étapes et on devra bien sûr passer dans l'ordre que nous avons affiché. D'abord passer sur l'introduction, ensuite les obligations légales, etc., etc. Arrivé vers la fin d'un chemin, nous vous invitons aussi de parcourir les différents modules qui parlent des ressources. On a essayé de vous rassembler à la fin d'une formation sur un document qui est possible de le télécharger en PDF, les différents liens des tutos qui résument tout ce que vous aurez suivi ici. Donc ça, c'est pratique, je pense. Et tout à la fin, pour clôturer complètement le chemin, vous avez un quiz général qui sera défini ici. Et donc, vous voyez qu'à la fin de tout ça, vous recevez votre certificat sur le bas de l'écran. Voilà pour la partie des chemins. Je reviens sur ma page d'accueil en cliquant sur la petite maison. Je montre aussi que donc, dans les formations qui sont assignées, je peux cliquer sur « Voir tout ». Et là, je peux retrouver la liste complète avec les mêmes petits icônes que j'ai pu citer ici. J'attire l'attention aussi sur un chemin aura cette icône-ci, ce qui permet de bien dire que vous avez droit à un certificat à la fin, si vous avez bien tout suivi. Donc voilà pour ceci. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre ici en ayant cliqué sur « Voir toutes les formations », il m'a envoyé dans ma fiche personnelle. La fiche personnelle est aussi accessible en cliquant sur vos initiales en haut à droite de l'écran. Et donc, vous pouvez ici parcourir vos formations assignées, les playlists et autres. Les playlists, c'est ce que vous aviez mis le petit signet dessus. Et ici, si je vais dans ma liste de playlists, on peut voir que j'en ai déjà assigné certaines à mon nom directement ici. Donc ça, c'est assez pratique. Autre chose que je veux faire ressortir ici, c'est qu'on a un onglet paramètres, mais surtout notifications. On a déjà eu des retours courtiers sur ceux qui ont utilisé la plateforme, qui disaient qu'ils avaient, à leur goût, trop d'emails par rapport à la plateforme. Et donc, ce que vous pouvez faire, c'est en cliquant sur la petite liste déroulante, donc le petit triangle qu'on a ici, vous pouvez dire si vous voulez ou pas avoir telle ou telle notification, juste en cochant ou décochant le petit toggle que vous avez ici sur la droite de l'écran. Et ce, pour chaque petite partie qui se retrouve sur le bas de l'écran. Donc ça, c'est, je pense aussi, un des éléments très importants. Voilà pour la partie que je voulais mettre en évidence ici des formations, de parcours de formation. Je propose donc de retourner maintenant sur notre slide de l'agenda.
Et donc, après la partie Brio, parcours de formation, je vous propose donc de repasser sur une question ici. Comme vous pouvez constater à l'écran, la question. Après un parcours Brio Academy, l'attestation de recyclage est téléchargeable automatiquement. Vrai ou faux? On vous laisse répondre. Est-ce que je l'ai bien cité? Oui. 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 Et donc, on va dire que la réponse, c'est bien vrai. Vous pourrez le télécharger automatiquement à la suite de donc un parcours complet. Donc, c'est un chemin, comme je viens de le citer, et pas juste 3-4 étapes. Si le chemin était composé de 10 étapes, il faut finir les 10 étapes pour avoir droit à cela. Voilà, merci d'avoir répondu au sondage. Je propose donc de passer au point suivant. Comme vous le constatez ici sur l'agenda, le dernier point vraiment mis en évidence, c'est le Brio Assistant. Pour ce faire, on va s'orienter de nouveau sur mon écran d'ordinateur. Et donc là, on peut voir que je suis plongé de nouveau sur Brio. Sur mon écran, pour activer le Brio Assistant, ça se trouve dans le menu général vert, en haut à droite, vous avez 2 petites étoiles. En cliquant dessus, vous allez voir qu'un écran va s'ouvrir sur le bas à droite de votre écran. Ici, voilà, la petite fenêtre s'est affichée. Vous avez le Brio Assistant. Vous pouvez poser vos questions. Les questions, ce sont des questions d'ordre pratique d'utilisation du logiciel. Ça ne va pas directement répondre à vos questions si vous dites combien de clients n'ont pas de protection juridique. On ne va pas l'utiliser comme une IA qui va directement vous donner le résultat des données encodées au sein de Brio, mais ça va vous aider à résoudre vos problèmes. Donc, il y a des courtiers, au lieu d'appeler le helpdesk, eh ben, ils préfèrent utiliser le Brio Assistant. Et donc, ils vont taper, par exemple, comment créer, donc je réécris, j'étais en majuscule, créer un contrat vie. Je peux cliquer sur le petit avion pour envoyer ma question. Et nous, dans certains cas, peut-être que nos tutos ne sont pas encore vraiment tous développés et donc il va vous dire qu'il ne sait pas directement répondre à la question. Pour cela, il ne faut pas s'inquiéter parce que derrière ça, nous allons reprendre vos différentes questions que vous faites et nous allons les traiter pour donner des réponses toujours plus optimales par rapport à vos questions. Dans les autres cas, et c'est quand même la majeure partie des cas, vous aurez 2 types de réponses. Des réponses écrites, comme ceci. Vous voyez ici, les différentes réponses écrites. Et plus bas, vous avez les réponses en vidéo. Et vous pouvez simplement cliquer sur le lien pour accéder à la vidéo en question. Je vais donc agrandir ici la fenêtre et je vois créer manuellement un contrat vie. Je vois quel formateur parlera de ça, la durée, quel public cible au sein de votre entreprise et la vidéo qui est cliquable ci-dessous. Donc, des chemins rapides et directs. Ce qui est quand même très important aussi, c'est que si jamais notre Brio Assistant n'a pas répondu concrètement à votre question, vous avez la possibilité ici d'activer le petit pouce vers le haut ou vers le bas pour dire oui, c'était une bonne réponse ou nous ne sommes pas satisfaits de la réponse. Comme ça, nous, derrière, quand on recevra le rapport de vos questions, on pourra justement améliorer aussi plus rapidement ces différentes réponses de notre chatbot. Voilà pour la partie chatbot. J'espère que ça vous permettra d'avancer plus vite aussi dans votre travail lorsque vous êtes bloqué sur certaines utilisations pratiques. Voilà. Je propose donc de retourner maintenant dans notre slide de l'agenda. Comme vous l'avez constaté, on est arrivé au dernier point. Je pense que ça donne déjà beaucoup d'informations sur tout ce qui était nouveauté, ou en tout cas nouveauté peut-être depuis l'année dernière sur certains points, mais qui permet de bien rafraîchir et de voir l'utilité de tout ça. Peter, pour finir de manière peut-être un peu plus fun, je propose d'aller sur le slide suivant. C'était un slide important aussi, celui-là. Oui, donc c'est le slide sur l'anniversaire de Portima, un anniversaire à célébrer ensemble. Je vous invite donc à, si ce n'est pas encore fait, vous inscrire pour soit le 12 mai au Théâtre de Liège, soit le 28 mai au Mix Bruxelles. Voilà. Ici, vous avez donc cette partie plus festive, on va dire. Et on peut dire, pendant cet événement, on va quand même aussi un peu parler des projets qui sont presque finalisés et qui seront bientôt mis en production. Donc ça veut dire l'AI va être le sujet de cet événement. Exactement. Voilà. Dernière petite chose, comme vous avez l'habitude lors de nos autres webinaires, c'est la fiche récap ici. Sur plus d'informations, vous pouvez aller sur myportima.com. Vous avez donc accès à Brio Academy, les différents parcours de formation, le studio Brio, donc les tutos, ou carrément, vous pouvez nous contacter pour pouvoir avoir un coaching
en distanciel, donc via Teams ou sur place dans vos locaux. Et n'oubliez pas aussi le numéro de téléphone qui est affiché à l'écran pour contacter le Broker Contact Center qui se fera un plaisir aussi de répondre à vos différentes questions. Voilà, je vous remercie pour votre participation. Merci Peter aussi pour ta participation et tes différentes propositions de nouveautés. Je vous souhaite donc une bonne fin de journée et à bientôt. Au revoir. Au revoir.